Mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs et bienvenue à votre émission Les Échos du Fleuve. Les Échos du Fleuve qui en est aujourd'hui à son 3e numéro. Comme vous le savez, Radio Renouveau FM en partenariat avec l'OMVS pour présenter chaque samedi de 11h à midi votre émission Les Échos du Fleuve. Il s'agit d'une série d'émissions thématiques sur les enjeux et les modalités de la gestion du fleuve Sénégal, un cours d'eau partagé entre la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Le 3e numéro de votre émission Les Échos du Fleuve sera axé sur la politique énergétique de l'OMVS d'une manière générale et sur les projets et réalisations de cette organisation en particulier. Pour parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Afo Maïga, directeur technique de la Société de gestion de l'énergie de Manantali. M. Maïga, bonjour. Bonjour, M. Sidibé. Bienvenue. Merci. Ok. Alors, je vous rappelle, M. Afo Maïga, il est le directeur technique de la Société de gestion de l'énergie de Manantali, la SOGEM. La SOGEM est une société de l'OMVS chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement des ouvrages communs destinés à la production et au transport de l'énergie électrique. M. Maïga, d'abord, nous voulons juste en tout cas savoir, cette société, est-ce que vous pouvez nous présenter la société brièvement? Merci, M. Sidibé. Tout d'abord, je vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez pour faire connaître un peu mieux les activités de l'OMVS dans l'espace OMVS regroupant les 4 pays, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. En ce qui concerne aussi, avant de continuer, je saluerai aussi vos auditeurs. Merci. Et maintenant, concernant votre question, la Société de gestion de l'énergie de Manantali, comme son nom l'indique, est une agence de gestion qui a été créée par l'OMVS sur une convention signée par les chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS pour spécifiquement s'occuper du volet énergie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le volet énergie étant un des choix d'orientation stratégique pour l'organisation. Son objectif est d'abord créer et construire les installations qui lui sont confiées par l'organisation, notamment le barrage de Manantali et le barrage de Felou et Gouina, qui ont été concédés à la Société de gestion de l'énergie Manantali. Et elle est chargée de l'exploitation, du renouvellement des équipements, de la production de l'énergie et sa fourniture aux sociétés d'électricité des États membres de l'OMVS et le recouvrement. À travers cela, il y a un contrat d'exploitation qu'elle a signé avec une société qui s'appelle Société d'exploitation de Manantali et Felou, qui est une filiale de SOGEM, qui a été créée à la suite du départ de la société sud-africaine Eskom, à qui l'exploitation a été confiée en 2002. Et le contrat n'a pas pu être conduit jusqu'à terme. Et comme l'OMVS disposait des moyens qu'il faut pour pouvoir reprendre l'exploitation, à partir de 2014, juin 2014, cette filiale a été créée qui s'appelle CEMAF, Société d'exploitation de Manantali et Felou, à qui nous avons confié l'exploitation en tant que notre ouvrage. Et c'est lui qui est l'interface avec les sociétés EDM au Mali, Sénélec au Sénégal et Somelec en Mauritanie. Je signale que la Guinée, qui a adhéré à l'organisation après la création de la SOGEM, n'est pas encore membre, mais dans le futur, les réseaux vont atteindre la Guinée et la société d'exploitation de l'énergie de Guinée va être aussi
clients de cette société. Alors, M. Maïga, Manantali, Felou, Gouina, on peut dire, 3 ouvrages pour un même objectif. Aujourd'hui, l'indépendance énergétique de nos États, en tout cas, c'est une préoccupation politique. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de la vision de l'OMVS en matière de l'énergie, autrement dit, la politique énergétique de l'OMVS même? Ok, Monsieur Sidibé, merci. Comme je le disais tantôt au début, je disais que l'énergie est un axe stratégique de l'OMVS. Et donc, pour cela, les pays membres de l'OMVS ont misé sur la production de l'hydroélectricité pour pouvoir faire face au déficit énergétique que les pays ont connu depuis plusieurs années. Et en plus de cela, pour diversifier la production et favoriser le développement économique et industriel. Donc, dès les premières heures de la création de l'organisation, un programme d'infrastructure, de développement d'infrastructures hydroélectriques a été défini pour pouvoir, d'une part, réguler les débits du fleuve Sénégal, et en plus de cela, avec ces débits-là, produire de l'hydroélectricité qui coûte moins cher que les productions conventionnelles d'origine d'énergie fossile. Et donc, à partir de cela, les barrages de Manantali, Felou et Gouina font partie de ce programme. Vous avez parlé de politique, donc oui. Ça c'est d'abord la vision de l'OMVS en question. C'est comme je l'ai dit, c'est d'abord, il y a un point qui concerne l'accès à l'énergie à l'ensemble des populations, en droite ligne avec les orientations de l'initiative de l'ONU, Sea for All, c'est-à-dire l'accès à l'énergie pour tout le monde, toutes les populations dans l'espace. Ensuite, la sécurisation de l'alimentation des populations en électricité pour satisfaire la demande dans l'espace avec un coût le plus faible possible. Et ensuite, à partir de cela aussi, c'est un des points qu'il faut aussi noter dans cette politique énergétique, c'est la diversification du mix énergétique pour pouvoir aboutir toujours à un coût abordable pour les populations. Et obtenir un prix de vente aux populations qui sera acceptable par eux et qui sera attractif pour les investisseurs et les industriels qui souhaitent s'installer dans l'espace. Alors, j'ai terminé. Il y a deux autres axes importants de cette politique énergétique qui, au passage, je dirais, a été validé dans un document qui s'appelle Politique énergétique commune de l'OMVS, qui a été validé en 2014 et qui scelle des fils conducteurs pour le développement de l'énergie. Donc, je disais, les deux autres éléments qui restent, c'est le développement des réseaux électriques des nationaux et leur intégration à travers la création de lignes d'interconnexion entre les pays. Et le dernier point, c'est de profiter de l'opportunité que nous avons pour l'interconnexion avec les pays voisins. Et il y a la CEDEAO qui est en train de créer un grand réseau et pour profiter des opportunités qui sont offertes à ce niveau. Alors, l'interconnexion maintenant, aujourd'hui, avant d'arriver à ces points, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire, en tout cas, autrement dit, quels sont les rapports dans l'approvisionnement de l'électricité, en tout cas, dans ces États membres de l'OMVS? Bon, je disais, par rapport à ce système que je viens d'expliquer, il y a un cadre qui a été mis en place, un cadre organisationnel. Comme je l'ai dit tantôt, vous avez la SOGEM qui a été créée par les États membres, c'est les États membres qui sont actionnaires. Il y a un contrat d'exploitation qui lie la SOGEM et cette société, CEMAF, qui, elle est chargée maintenant de faire la production et vendre l'énergie aux sociétés. Donc, il y a un cadre qui est mis en place, qui est défini dans un
document qu'on appelle protocole tarifaire, qui définit toutes les règles de fonctionnement du système électrique. Parce qu'avec la création de ces ouvrages, il y a un réseau de transport qui relie les réseaux électriques du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Donc c'est comme si nous sommes un seul réseau qui est coordonné par l'OMVS, par la SOGEM, à travers son exploitant qui est CEMAF. Et il y a un cadre de concertation qui est mis en place. Il y a un comité technique permanent de l'interconnexion, on l'appelle comité technique permanent de l'interconnexion, et un comité directeur de l'interconnexion. Le comité technique permanent de l'interconnexion, il regroupe l'ensemble des principaux responsables de l'exploitation et de la planification des 3 États, Mali, Mauritanie, Sénégal, plus la SOGEM, l'OMVS et la CEMAF. Donc, à ce niveau, tous les problèmes liés à l'exploitation des réseaux sont discutés et des orientations sont données aux autorités en termes de politique d'exploitation, en termes de règles de gestion des réseaux, en termes aussi de tarification de l'énergie et de la répartition de l'énergie entre les sociétés. Et donc, comme le cas de l'OMVS est un cas vraiment unique au monde parce que c'est des ouvrages qui sont communs. Et l'une des règles principales de la mise en œuvre de la politique énergétique, c'est le principe de concertation permanente. Donc, ce cadre-là est un cadre de concertation permanente. Ces comités se réunissent régulièrement, 4 fois au moins par an, et chaque fois que de besoin. Et à cela, il faut ajouter aussi la commission permanente des eaux, parce qu'il y a un organe qui gère l'ensemble des besoins en eau au niveau du système. Donc, au niveau du CTPI qui s'occupe spécifiquement des questions d'énergie, du moment que les besoins en eau pour l'énergie, elle est définie au niveau du CTPI, donc cela est coordonné en concertation avec la commission permanente des eaux. Certainement, les émissions passées, la commission permanente des eaux, tout à fait. Vous avez eu l'occasion de faire des développements sur cette période. Alors, monsieur le directeur, en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, le besoin aussi est de telle sorte que, on peut dire comme ça, est-ce que l'électricité produite par les centrales hydroélectriques de l'OMVS est partagée à part égale entre les États membres de l'organisation même en question? Bon, en fait, à part égale, on ne dirait pas à part égale parce qu'il y a des règles de gestion qui ont été fixées par les autorités de l'OMVS. Au niveau des centrales qui ont été construites, en fonction des conditions de réalisation, de financement et tout un ensemble de considérations, il y a des clés de répartition qui sont fixées pour les centrales. Donc, en ce qui concerne Manantali, c'est la première centrale permettez-moi de parler un peu plus de Manantali, parce que c'est vraiment l'élément clé de l'ensemble du système. Donc, c'est un ouvrage qui fait partie des ouvrages de première génération, dites de première génération, avec l'ouvrage de Diama. D'une part, c'est pour la régulation du fleuve, les besoins d'irrigation et tous les autres besoins de consommation. Et en même temps, il y a la production d'énergie. Donc, cette production d'énergie de 800 gigawattheures par an, avec 5 groupes qui sont installés là-bas qui totalisent 200 mégawatts. Et la répartition est la suivante. Pour le Mali, c'est 52% de la production totale annuelle réalisée. Pour le Mali? Pour le Mali, c'est 52%. Pour la Mauritanie, 15%. Le Sénégal, à 33%. Ça, c'est Manantali. Maintenant, en ce qui concerne Felou, le Mali à 45%, et la Mauritanie à 30% et le Sénégal 25%. Et le dernier ouvrage qui est en cours de mise en service bientôt, et les quotas, c'est le Mali. Vous parlez de Gouina? Gouina. Oui, Gouina. Je parle de Gouina. Au niveau de Gouina, la répartition, c'est 34%
pour le Mali, 33% pour le Sénégal et 33% pour la Mauritanie. Alors, monsieur Maïga, en tout cas, vous parlez tout de suite du Gouina, donc vous venez en tout cas de parler de cet ouvrage-là. Aujourd'hui, est-ce que, où en sommes-nous avec ce projet et en même temps, quand est-ce que cet ouvrage sera aussi livré? Parce que je crois que ça n'est peut-être pas fonctionnel à 100%. Oui, merci M. Sidibé. Effectivement, ce projet est en cours, on pourrait dire en cours d'exécution. Les travaux ont commencé en novembre 2016 sur le site. Et aujourd'hui, on peut dire que l'essentiel des travaux sont terminés. La partie barrage, même proprement dite, la partie barrage en béton est terminée totalement. Et on a commencé la mise en eau depuis le 27 juillet 2021, cette année. Okay. Donc maintenant, c'est le processus, c'est un processus très long avant de commencer à avoir les premiers kilowattheures. Donc les essais sont en cours pour faire les dernières mises au point. Et le premier groupe, sur les 3 groupes qui sont prévus, les premiers kilowattheures sont attendus dans la dernière semaine du mois de septembre. Septembre 2021, cette année. Donc c'est dans quelques jours. Okay. Et à partir de ça, nous allons continuer avec les 2 autres groupes. Et normalement, Inch'Allah, si tout se passe bien, et avant la fin de l'année, la centrale sera pleinement opérationnelle et les réseaux vont recevoir l'énergie qui est produite de Gouina. Alors, la répartition, peut-être toujours, je reviens un peu sur cette question, la répartition de l'électricité de Gouina aussi, sont toujours adaptées à différentes règles dont précédemment vous venez de les énumérer. Est-ce que c'est dans le même registre? Oui, c'est dans le même registre. Bon, même si à chaque ouvrage sa spécificité. Donc, il y a eu des discussions préalables qui ont eu lieu et au niveau de la conférence des chefs d'État, la décision a été prise de faire cette répartition sur la base. Comme je le disais tantôt, toutes les autres clés c'est des décisions de la plus haute instance de l'organisation, qui est la conférence des chefs d'État qui le valide. Alors, monsieur le directeur, on sait que la construction d'un barrage hydroélectrique, surtout en tout cas à ce niveau, engendre souvent des dégâts environnementaux et occasionne des déplacements des populations. Est-ce que les questions environnementales et sociales liées à la construction de ce barrage ont été bien reprises en compte par l'OMVS? Merci, M. Sidibé. En tout cas, ça, c'est une question extrêmement importante en matière d'ouvrage de barrage, dans la mesure où nous avons déjà un retour d'expérience de Manantali et de Felou. Et je dirais que le cas de Gouina a été encore mieux géré en exploitant le retour d'expérience de Manantali et de Felou. Donc, toutes les questions, en tout cas liées à la gestion environnementale et sociale ont été parfaitement prises en charge. Et dans le cas précis de Gouina, il y a des déplacements de population. Donc les localités, il y avait un certain nombre de localités, 6, qui devaient être déplacées. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ces déplacements sont déjà effectifs. Et ils ont été réinstallés dans des sites de réinstallation et les logements ont été construits et pratiquement on a 107 logements qui ont été construits pour les populations déplacées sur les 4 sites de réinstallation, avec toutes les commodités qu'il faut, des écoles, des mosquées, et l'adduction d'eau potable et l'électrification. Donc, en plus de cela, c'est un processus qui suit son cours. Nous avons une structure spéciale qui est chargée de la gestion de ce volet. C'est toute une structure qui est chargée de la prise en charge de l'ensemble des préoccupations, aussi bien pendant la construction dans laquelle nous sommes et après la construction, pendant l'exploitation aussi. Tous les problèmes qui surgissent sont pris en charge. Okay. Donc ces déplacements pratiquement ont coûté à l'OMVS près de 10 milliards aujourd'hui, à la date où je vous parle. Alors, maintenant, peut-être dans le même siège, l'OMS fournit de l'électricité à certaines capitales régionales et ses États membres. Pourtant, des villages traversés par lignes électriques de l'OMS, souvent, on constate en tout cas, il y a des plaignants. Et qu'en est-il exactement?
Merci, M. Sidibé. Vous touchez une question vraiment très sensible. Tous les jours, nous recevons des réclamations dans ce sens. Parce que finalement, comme vous l'avez noté quelque part de passage, qu'avec une convention de l'ONU, l'électricité ne doit plus être X quand même. Absolument, absolument. C'est pour ça d'ailleurs que, pour vous dire, les besoins sont énormes. Oui. Donc, déjà, depuis 2002 jusqu'à date, il y a un programme d'électrification rurale que l'EMVS a initié et qui est en cours d'exécution. Et de 2002 à 2020, aujourd'hui, nous sommes à près de 200 villages qui ont été électrifiés qui sont dans le bassin, qui sont traversés par le 200 villages, donc 200 villages au Mali, dans les États au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Okay. Et la majorité, c'est pratiquement au Mali parce qu'il y a une bonne partie qui concerne les villages qui ont été déplacés pendant la construction des barrages. Et en plus de cela, voyant ces besoins croissants, ce que nous faisons, la SOGEM, l'OMVS, construit ces réseaux-là, et une fois que on finance, on construit. Une fois que c'est construit, nous transférons aux sociétés d'électricité de l'État en question. Au Mali, on a transféré à EDM, au Sénégal, on a transféré à Sénélec, et en Mauritanie, à la Somelec. Ce n'est pas fini. C'est un long programme qui a été un programme pérenne. Pour pérenniser ce programme, les autorités de l'OMVS ont décidé la mise en place d'un fonds d'électrification rurale qui est alimenté régulièrement chaque année sur les résultats de la SOGEM ou sous d'autres fonds, notamment les fonds carbone qu'on a pu récupérer sur le projet FELU et sur d'autres ressources pour pouvoir conduire ce programme d'électrification rurale. Et chaque État nous donne ses besoins et nous avons fait un programme sur vraiment plusieurs années que nous allons continuer à exécuter au fur et à mesure. Donc les populations doivent se patienter pour ceux dont le tour n'est pas arrivé. En tout cas, c'est une volonté qui est affichée à ce niveau-là. Alors, maintenant, on sait également, paraît-il que vous menez également une politique de RSE. Quelles sont les actions inscrites dans ces volets ? Ok, la responsabilité sociétale, donc entre autres, je vais citer, on en fait un peu depuis la mise en service des installations, on en fait beaucoup, mais actuellement, ce qui est en cours, nous faisons au niveau de Manantali, on a un certain nombre d'activités qui, suite à la demande pressante des autorités locales, nous avons un collecteur des eaux pluviales qui entraînait des inondations qu'ils nous ont demandé de réhabiliter, de remettre à nouveau. Pratiquement, nous avons décidé de financer sa remise à niveau. Okay. Ensuite, il y a un centre de santé qui nous a été demandé de réhabiliter au niveau de Nyantanso. Il y a un pont au niveau de Koundian qu'on est en train de réhabiliter. Et ça, c'est au niveau du Mali. Et au niveau du Sénégal, nous avons le centre de santé de Saint-Louis qu'on est en train de réhabiliter suite à la demande des autorités du Sénégal. En Mauritanie, la réhabilitation des berges de la ville de Rosso, par laquelle le fleuve il passe. Donc tout ça, aujourd'hui, on a près de 700 millions, plus de 700 millions qui sont mobilisés pour réaliser ces éléments dans le cadre du RSE. Alors, ils sont comment? Est-ce que la motivation ou encore peut-être l'accompagnement de la population pour ces projets ne pose pas problème quand même? Non, ça ne pose pas problème dans la mesure où c'est leur besoin. C'est un besoin qui est demandé. C'est à la demande des populations que nous avons fait. Par exemple, le collecteur de Manantali, les gens, ils sont vraiment adhérés et même pour accepter de se déplacer, ils n'ont posé aucun problème parce que le canal, on l'a élargi et ça a impacté certains éléments. Les maires et les populations, ils nous accompagnent vraiment par rapport à leurs propres besoins qu'on est en train de satisfaire. Alors, on sait également, malgré tous ces efforts... je peux allez-y. Continuer là. Oui, maintenant, par rapport à la RSE, comme on a vu aussi, il y a l'addiction d'eau potable, qui est aussi un besoin qui est exprimé. Donc, les autorités de l'OMVS
ont décidé, en tout cas depuis cette année-là, de mettre aussi en place un fonds, à l'image du fonds d'électrification rurale, qui va financer des additions d'eau potable dans la zone, à l'endroit des populations dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal. Donc ce programme, déjà les fonds on a commencé à l'alimenter et bientôt on attend que les besoins des pays soient fournis pour pouvoir engager ce programme. Alors on sait, malgré tous ces efforts, on constate en tout cas toujours un défi énergétique dans nos différents États. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, y a-t-il des projets en cours pour booster les potentiels hydroélectriques de l'OMVS? Oui, c'est comme je l'ai dit, dans la politique énergétique, c'est une action continue. Donc, après les ouvrages de première génération, deuxième génération, je disais tantôt, on est en train de réaliser Gouina. Après cela, on a un projet très important au niveau de la Guinée, toujours sur le fleuve Sénégal, le projet Koukoutamba, qui va nous permettre de produire pratiquement près de 300 mégawatts de puissance, sachant que Manantali fait 200 mégawatts. Ensuite, nous avons aussi d'autres ouvrages, notamment Gourbassi, qui va, en plus de la production d'énergie, contribuer fortement à la régulation du fleuve Sénégal. Et d'autres ouvrages. Donc, globalement, en termes d'hydroélectricité, nous ciblons 1000 mégawatts à terme et ça va certainement contribuer significativement à la couverture de la demande au niveau des pays. Ça c'est en termes de perspective pour l'OMVS elle-même. Ok. Alors, nous rappelons en tout cas à nos auditeurs qui peuvent peut-être prendre le 20 80 08 08 juste à 11h40, à 11h40 pour ceux donc peut-être qui veulent avoir beaucoup plus d'éclaircissement encore, des contributions. Et nous sommes toujours dans l'émission Les Échos du Fleuve avec monsieur le directeur Afou Maïga, qui est le directeur technique de la société de gestion de l'énergie de Manantali. Monsieur Maïga, on sait, nous avons aussi entendu parler du projet Manantali D. Après tout, peut-être on vient en tout cas de vous écouter sur le projet de Felou, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi cela consiste? Merci, M. Sidibé. Bon, projet Manantali 2, d'abord, c'est le terme, quand les gens entendent Manantali 2, on a tendance à croire que c'est une nouvelle centrale. Non, c'est vraiment une volonté. C'est pas une nouvelle centrale. C'est pas une nouvelle centrale. Okay, alors. Mais c'est les réseaux. Ok. Et vous savez, Manantali a été créé, on appelle le projet énergie de Manantali, projet énergie OMVS, projet énergie Manantali. Donc, dans ce projet énergie, en plus des 200 MW de la centrale, il y a un réseau de transport de 1700 km qui relie les pays, les réseaux des pays. Donc, c'est un réseau interconnecté, un mini-réseau interconnecté que nous avons créé au niveau de l'OMVS. On peut même dire que c'est un mini-marché de l'électricité parce que à travers ces réseaux-là, il y a des échanges d'énergie que les sociétés se font entre elles, en plus de l'énergie que l'OMVS les fournit. Maintenant, avec le développement de la demande, l'OMVS a fait un plan de développement de son réseau de transport. Et il s'est avéré la nécessité de renforcer les réseaux de transport d'énergie au niveau du réseau. Donc, projet énergie Manantali, donc le nom Manantali 2. Okay. On a initié le projet Manantali 2. Il y avait aussi les installations de Manantali, du projet Manantali initial, qui commençait déjà à vieillir, à montrer des faiblesses. Il fallait aussi le réhabiliter. Donc, le projet Manantali 2, il y a deux volets. Il y a un volet qui concerne la réhabilitation de l'existant. Et le deuxième volet, c'est la construction de nouvelles lignes de transport, en particulier celles qui ont été identifiées comme prioritaires pour les États. Pour la réhabilitation,
Et il y a essentiellement la centrale de Manantali, elle a été totalement réhabilitée. Les 5 groupes de Manantali ont été réhabilités de 2014 à 2018. Donc la centrale aujourd'hui, elle est totalement réhabilitée. C'est comme si on l'a remise pratiquement à neuf pour pouvoir fonctionner encore 10 ans. Et c'est un processus de réhabilitation. En plus de cela, il y a des lignes, la partie du barrage, il y a un certain nombre d'équipements qui ont été aussi réhabilités. Donc ce programme de réhabilitation est pratiquement aujourd'hui à près de 80% exécuté. Donc le processus continue. En ce qui concerne la partie extension du réseau, il y a les réseaux, il y a 3 lignes prioritaires qui ont été identifiées. Il y a la ligne Kaye au Mali, Tambacounda au Sénégal. Et il y a une ligne qui quitte Manantali pour venir vers Bamako et une ligne Kaye vers la Mauritanie, Kaye Tentan Kifa. Donc ces lignes-là vont pratiquement permettre de doubler la capacité de transit d'énergie de l'OMVS. C'est pratiquement plus de 1000 km de lignes qui vont s'ajouter à l'existant. Donc c'est un projet extrêmement important qui rentre en droite ligne du programme de développement des systèmes OMVS. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Peut-être le projet, on est à quel niveau? Bon, effectivement, le projet, je disais déjà par rapport à la réhabilitation, le niveau où nous sommes à pratiquement 80% d'exécution. Bon, bien sûr, là, c'est un processus permanent et on est en train de refaire encore une nouvelle analyse de tout ce qui existe pour redéfinir encore un nouveau programme de réhabilitation. Et au niveau des lignes de transport, la ligne Kaye-Tambacounda, bon, pratiquement on est à presque 70% de taux d'exécution et bientôt la mise en service va avoir lieu. Et peut-être qu'en tout cas au début de l'année 2022, on devrait pouvoir commencer la mise en service et ça va marquer l'interconnexion entre le réseau de l'OMVS et l'OMVG qui est son organisation sœur. La ligne Manantali-Bamako qui est extrêmement importante, surtout pour le Mali, pour l'évacuation de l'énergie de Gouina vers la capitale Bamako. Donc c'est une ligne double terme et dont les travaux ont pratiquement commencé maintenant pour un délai d'exécution de 18 mois. Voilà, donc à partir de maintenant, 18 mois et 2023, Inch'Allah, on devrait avoir ces lignes-là. Alors, à partir de ça, on va avoir vraiment un réseau très fort qui est installé dans le système de l'Afrique de l'Ouest. Alors, on sait que l'hydroélectrique est une énergie propre, mais est-ce que vous pensez peut-être à diversifier vos sources de production en exploitant par exemple le solaire ou en même temps en songeant peut-être à faire de l'énergie éolienne aussi? Ok, merci. Comme je disais, si vous vous rappelez les points essentiels de la politique énergétique, il y a la diversification du mix énergétique. Qui dit diversification du mix énergétique, étant donné que nous ne faisons que l'hydroélectricité, veut dire qu'il faut faire autre chose que l'hydroélectricité. Donc en plus de l'hydroélectricité, sous l'impulsion du haut-commissaire de l'OMVS, il y a eu une initiative a été prise par le Conseil des ministres de l'OMVS pour développer pratiquement 400 mégawatts solaires dans le système OMVS qui seront injectés sur nos installations. Et dans ce cadre, il y a des protocoles d'accord que le haut-commissaire a signés avec un certain nombre d'entreprises. Et les discussions sont en cours, et des études sont en cours pour les études pour la mise en œuvre. Donc, essentiellement, il y a une centrale flottante au niveau de la centrale de Manantali qui va être sur le lac. Okay. Et qui est en train d'être en cours de développement. Les études sont bien avancées. Et nous avons aussi, il y a une société
espagnol qui est en train de proposer une centrale solaire au niveau du Sénégal, à Dagana. Sénégal, oui. Au Sénégal, à Dagana, une centrale de 100 MW. La société Sino Hydro aussi a des points au niveau de Felou et de Selibabi et de Matam. Selibabi, c'est en Mauritanie, Matam, c'est au Sénégal. Aussi, nous avons, en plus du solaire, il y a une société avec laquelle nous avons signé un protocole d'accord pour développer une centrale mixte biomasse solaire. L'intérêt de cette biomasse-là, c'est d'utiliser les TIFA, c'est-à-dire l'incinération du TIFA, qui va nous permettre de produire du gaz à partir de la biomasse pour pouvoir produire de l'énergie. À ça, on a couplé une centrale solaire. Okay. L'avantage, c'est que le TIFA, c'est une plante qui envahit toute la zone dans la vallée au niveau à partir au Sénégal et en Mauritanie. Donc ça permettra non seulement de dégager le fleuve et en même temps de l'utiliser pour produire de l'énergie. Donc ça, ce sont ces projets. Maintenant, l'éolienne pour le moment n'est pas encore dans le pipeline de l'OMVS. Par contre, dans les États, il y a des centrales éoliennes qui ont été même développées au niveau de la Mauritanie, le Sénégal. Le Mali aussi a un projet éolien, mais qui n'est pas dans le bassin, mais qui sera interconnecté à notre réseau et qu'on sera obligé de gérer dans notre système. Alors, on sait également avec la découverte du gaz dans certains pays membres de l'OMVS, notamment la Mauritanie, le Sénégal, est-ce que vous pensez que les projets hydroélectriques de l'OMVS sont viables? Y a-t-il aussi des possibilités pour vendre de l'énergie à d'autres pays de la sous-région? Ok, merci. Cette question, elle est régulièrement posée. Mais comme je le disais, c'est le mix énergétique toujours. Aucune énergie n'est de trop. Et deuxièmement, les besoins vont en croissant. Okay. Globalement, dans l'espace OMVS, quand nous regardons, le taux d'accroissement moyen annuel est de 5 à 10% chaque année. Donc, les centrales, une fois qu'elles sont construites, c'est la même puissance. Or, la demande augmente. Donc, il faut augmenter aussi l'offre. Oui. Donc, ces centrales à gaz, forcément, auront leur utilité et il y aura le besoin. Et deuxièmement, jusqu'à date, en tout cas, l'hydroélectricité est toujours compétitive. Même si on amène ces centrales à gaz, l'hydroélectricité va rester toujours compétitive. Donc, l'OMVS, son hydroélectricité reste compétitive. Okay. Et ça, c'est une donnée constante. Okay. Maintenant, en ce qui concerne les possibilités de vente, effectivement, l'un des objectifs de développer notre réseau, on a parlé tout à l'heure de Manantali 2, Manantali 2 s'intègre dans le système du WAP, West African Power Pool, qui s'appelle en français Système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest, qui interconnecte l'ensemble des réseaux des États membres de la CEDEAO. Et du coup, ça offre l'opportunité de vendre toute énergie excédentaire moins chère dans cet espace-là. Donc, par exemple, au Mali, s'il se trouve qu'à travers toutes ces interconnexions, on a un excédent ici, on a la possibilité de vendre cette énergie jusqu'au Nigeria et vice-versa. Oui. Si nous avons un besoin, pour une raison ou autre, on a un moyen très cher ou bien on a un moyen qui tombe en panne, tout ça, ça arrive, il faut compter avec. On peut négocier un contrat d'achat d'énergie jusqu'au Nigeria et qui va transiter chez nous. Ou bien le Sénégal peut contracter avec quelqu'un au Nigeria, mais grâce à ce réseau de l'OMVS qui est là, qui est vraiment un maillon important, oui, il pourra transiter son énergie. Donc ça, c'est vraiment une opportunité qui est là, qui va contribuer forcément non seulement à la continuité des services et à la baisse des coûts de production. Okay. Et au finish,
au prix du kilowattheure au consommateur. Alors, donc, nous vous rappelons en tout cas à 11h41 déjà, vous pouvez nous joindre sur le 20 80 08 08. Et notre invité dans cette émission est M. Afou Maïga. M. Afou Maïga est le directeur technique de la société de la gestion de l'énergie de Manantali. Nous parlons surtout, nous sommes en train en tout cas de parler sur l'OMVS en question, surtout volet énergie aujourd'hui, et en même temps également sur le 20 80 08 08. Vous pouvez nous joindre en tout cas des préoccupations ou des questions ou des contributions. Alors M. Maïga, avant en tout cas de rentrer en contact avec nos auditeurs, il y a également une autre structure, autrement dit l'OMVG également, qui va bientôt produire de l'hydroélectrique électrique à partir de son barrage de Sambagalou. Est-ce qu'il y a des possibilités de coopération entre vos deux entités? Merci M. Sidibé. L'OMVG, comme son nom l'indique, c'est l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Déjà, il y a une similitude entre les deux. Mise en valeur du fleuve Gambie, mise en valeur du fleuve Sénégal. C'est notre organisation sœur. L'OMVS a été créé avant et l'OMVG a été créé pratiquement à l'image de... Excusez-nous, nous allons peut-être... allô, un auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Ok, il est parti. Oui, allez-y. Donc je disais qu'elle a été créée pratiquement à l'image de l'OMVS. Donc, tout le retour d'expérience de l'OMVS est mis à profit par l'OMVG. Et l'avantage aussi est que cette organisation regroupe en son sein deux États qui sont aussi membres de l'OMVS. Alors, le Sénégal et la Guinée. Donc, dès qu'ils ont commencé, ils sont en phase maintenant leur réseau est pratiquement aussi en fin de construction. Sambagalou, bien sûr, ça viendra plus tard parce que ça a pris du retard. Un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Oui, moi c'est Traoré. Traoré? Allô, c'est Alfousseni Traoré. Vous nous appelez d'où? Je suis devant la côte de Nikorom. Ok, allez-y. Ok, j'ai écouté l'émission avec intérêt. Merci. Oui, j'avoue quand même que c'est intéressant, c'est éclaircissant vraiment face à la population. Mes questions vont à l'endroit de monsieur le directeur Afou Maïga. Bon, je ne sais pas si je suis tombé un peu en retard pour comprendre. Nous attendons constamment des questions énergétiques. Les fonds? Mais nous savons d'autant plus que l'eau, Traoré. l'utilisation principale de l'eau, c'est la consommation en boisson. Alfousseni. Pas compris. Oui. Excusez-nous, reviens sur ta question. J'ai dit que j'ai quand même eu entendre beaucoup de questions énergétiques liées à l'eau. Oui. Notamment l'énergie hydroélectrique. Maintenant, moi, ma préoccupation, c'est est-ce que cette production la prend en compte, tient compte beaucoup sur la consommation de l'eau. Excusez-nous, vous voulez savoir si tout... Alfousseni? Est-ce que lors de cette production-là, l'OMVS ou encore tous les éléments de l'OMVS prend en compte, tient compte de la pollution de l'eau? Ok, la pollution de l'eau, merci. Voilà. C'est bien noté. Il y en a, ils doivent nous éclairer. Est-ce qu'on consomme l'eau? Ok, merci beaucoup. Le 20 80 08 08, vous êtes à l'écoute de la radio Renouveau FM. En tout cas, nous sommes avec M. Afou Maïga. Il est le directeur technique de la société de la gestion de l'énergie de Manantali. Nous sommes surtout également à l'émission Les Échos du Fleuve. 20 80 08 08, donc vous pouvez continuer avec l'OMVG avant de répondre à la question. Comme je le disais, cette organisation est bâtie à l'image de l'OMVS. Donc, il profite de notre retour d'expérience. Donc,
dès que la construction du réseau a commencé, ils ont établi une relation permanente de coopération entre nous. Et déjà, le comité technique permanent de l'interconnexion dont j'ai parlé au niveau de l'OMVS a été créé à l'OMVG. Et à la première réunion de ce comité, nous avons été invités. Moi, personnellement, je suis parti en tant que président du comité, de ce comité pour donner un peu le retour d'expérience de l'OMVS et puis leur donner des indications pour pouvoir anticiper sur la préparation même de l'exploitation de leurs ouvrages, parce que toutes les difficultés que nous avons eues pour qu'ils puissent profiter de cette expérience et avancer. Maintenant, bientôt, on va avoir la liaison, comme je l'ai dit, la ligne dans Manantali 2, la ligne Kai-Tambacounda va être mise en service. Une fois que cette liaison est mise en service, ça veut dire que vous êtes dans un réseau, on est ensemble. Nos opérateurs vont parler permanemment tous les jours ensemble et on peut s'influencer mutuellement. Donc c'est pourquoi cette coopération-là doit être là. Elle est déjà établie, elle va se renforcer quand on va mettre en service ces lignes-là. Et surtout que comme les réseaux électriques, c'est pas comme les routes, une fois que vous êtes connecté, même s'il y a un petit problème de très loin à Dakar, on peut le ressentir ici à Bamako et vice-versa. Donc, il y a des dispositifs qui doivent être mis en place pour coordonner tout ça et éviter ce genre Donc, c'est la coopération au niveau de l'électrique, elle est très forte. Dès que vous êtes interconnectés, vous êtes condamnés à être ensemble permanemment. Et donc, l'OMVG, dès qu'on va mettre cette ligne en service, on va être automatiquement, pratiquement peut-être tous les jours, peut-être pas les big chefs, mais les opérateurs sur le terrain vont se parler pratiquement presque tous les jours. Ok. Alors merci. Donc, je crois que peut-être avant de répondre à la question, nous rappelons à nos auditeurs qui peuvent nous joindre sur le 20 80 08 08 et en même temps, nous allons faire une pause en suivant le bulletin hebdomadaire de l'OMVS si la technique est surtout prête. Bienvenue au bulletin d'information hydrologique de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La situation hydrologique au 26 août 2021 au niveau des principales stations du bassin du fleuve Sénégal se présente comme suit. Pour les stations sur l'affluent principal, à Sokotoro sur le Bafing en Guinée, le niveau de l'eau est à la côte 3,41 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Balabori, sur le Bafing en Guinée, le niveau de l'eau est à la côte 6,13 m à l'échelle. La tendance est à la baisse. À Manantali, en amont du barrage au Mali, le niveau de l'eau dans la retenue est à la côte 197,96 m IGN. La tendance est à la hausse. Pour ce qui est des stations sur le fleuve Sénégal, à Caille, le niveau de l'eau est à la côte 3,97 m à l'échelle. La tendance est à la baisse. À Bakel, le niveau de l'eau est à la côte 6,74 m à l'échelle. La tendance est à la baisse. À Matam, le niveau de l'eau est à la côte 6,64 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Podor, le niveau de l'eau est à la côte 3,87 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Richard Toll et Rosso, Mauritanie, le niveau de l'eau est à la côte 2,88 m à l'échelle. La tendance est à une légère baisse. À Diama, en amont du barrage, le niveau de l'eau dans la retenue est à la côte 2,15 m IGN. La tendance est à une légère baisse. À Saint-Louis, le niveau de l'eau est à la côte 0,97 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. En résumé, cette semaine, la tendance est à une baisse des écoulements dans le haut bassin sur les affluents Bafing, Bakoy et Falémé. Le remplissage de la retenue de Manantali continue. Dans la vallée, les niveaux d'eau augmentent, alors que dans le delta, une tendance à une légère baisse est observée. À la semaine prochaine pour un nouveau bulletin. Eh bien, c'était là le bulletin hebdomadaire de l'OMVS. Monsieur Diallo, Monsieur Maïga, un commentaire? Un petit commentaire. Oui, ça c'est un élément que nous regardons tous les jours et qui est un input
extrêmement important pour la production d'énergie. C'est à partir de ces données que nous faisons la programmation de la production d'énergie. Okay. Donc, au point de vue énergétique, c'est vraiment capital pour nous. Merci. Alors, on a notre auditeur, Alfoussine Traoré, en tout cas, qui nous appelait depuis Séméninkoro, qui avait une préoccupation. Il dit que vous êtes certes une société de production d'électricité, vous êtes en train de le faire au cours d'eau. Alors, sa question, je pense, est-ce que la pollution d'eau vous préoccupe aujourd'hui? Oui, M. Traoré, vraiment, c'est une question extrêmement intéressante et c'est la pollution d'eau, effectivement, c'est important, c'est une préoccupation. Mais pour le rassurer, en tout cas, la production d'énergie hydroélectrique ne pollue pas l'eau. Ça, je le rassure à ce niveau, il n'y a aucune pollution de l'eau par rapport à la production. D'ailleurs, c'est pour cette raison, d'ailleurs, on dit que l'hydroélectricité est une énergie propre. Oui. En ce qui concerne cette préoccupation, nous avons une unité spéciale qui s'occupe de ce qu'on appelle la limnologie au niveau de Manantali, qui s'occupe de la qualité des eaux, qui font régulièrement des mesures pour la qualité des eaux. Mais ça, c'est pour alimenter le système de l'OMVS, parce que l'OMVS est chargé de la gestion de l'eau d'une manière générale. Et donc cette unité-là est basée à Manantali. En plus de cela, la gestion de cette eau au niveau du barrage, donc tout ce qui est débris solides et tout ça, par rapport à l'accès aux turbines, il y a des éléments qu'on appelle des dégrieurs qui bloquent tout ce qui est débris solides et qu'on enlève régulièrement pour permettre l'accès de l'eau vraiment débarrassée de tous ces débris. Donc, c'est tout ce que je peux dire en termes de production d'énergie. En tout cas, il n'y a pas de pollution. Bon, la pollution, ça vient d'autres structures. Je pense que pendant les émissions passées, on a eu à aborder cette question de la pollution de l'eau. Alors, merci. Alors, Monsieur Maïga, nous sommes pratiquement au terme de cette émission, mais avant, en tout cas, de prendre congé à nos auditeurs. Aujourd'hui, si on vous demande des mots de clôture et encore un message à lancer à l'endroit, en tout cas, de nos citoyens, sinon des riverains également, quel peut être ce message? Bon, merci M. Sidibé. Merci encore une fois de m'avoir donné cette opportunité. Le message que j'ai à lancer, c'est par rapport à l'OMVS, que les gens sachent que l'OMVS est là pour satisfaire les besoins des populations et en particulier en ce qui nous concerne l'émission. Moi particulièrement, je suis dans le secteur énergie, ça fait près de 30 ans et donc c'est de comprendre souvent certains événements qui arrivent sur le réseau, c'est que les gestionnaires de ces réseaux-là mettent tout en œuvre pour assurer la continuité des services. Ça, c'est la préoccupation principale. C'est pourquoi il y a tout un ensemble de dispositifs qui sont là. Et donc, nous leur demandons de la compréhension. Et surtout aussi de faire attention à nos installations. Nous avons des lignes qui sont à travers le pays, souvent, qui sont vandalisées et qui ont des conséquences pour la continuité des services. Donc, si j'ai un appel à lancer, c'est de nous aider aussi à préserver cet outil qui a été acquis avec beaucoup de sacrifices et qui va contribuer aussi à leur confort. Et le dernier élément que je voudrais lancer aussi, aujourd'hui on est pendant l'hivernage et naturellement nous au niveau des réseaux électriques nous sommes il y a des décharges atmosphériques qui se font sur les lignes et tout cela peut expliquer certaines situations, donc nous leur demandons un peu de compréhension. Et pour terminer, par rapport à la gestion de l'eau, dans laquelle nous participons fortement,
il y a aussi des périodes, on est en période hivernale, il y a des questions d'inondation. Nous sommes, il y a un plan d'alerte qui est là, donc de rester à l'écoute et dès qu'il y a un élément d'alerte, de prendre les dispositions. Okay. Voilà. Merci, M. Sidibé. Merci beaucoup, M. Maïga. Merci beaucoup, M. le directeur, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, ici s'achève le 3e numéro de votre émission Les Échos du Fleuve. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain et précisément le samedi prochain. Nous aurons comme invité dans cette émission M. Amadou Diallo, directeur général de la Sogenav. Alors M. Amadou Diallo, en tout cas, qui sera l'invité du 4e numéro, elle sera accompagnée par Madame Algari Maïmouna Haïdara. Alors, donc, merci à toutes et à tous de bien vouloir, en tout cas, aussi participer surtout à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain et bon week-end.